Bienvenue à ce premier séminaire sur les bases de la nutrithérapie. C'est la première partie de ces bases qu'on va donc décomposer en 2 week-ends. La première chose, si vous voulez, c'est de situer où se place la nutrithérapie dans le contexte actuel. Donc, on s'en est tous rendu compte, le système médical actuel a été fondé, disons, depuis quelques décennies sur le concept de guerre à la maladie. Si on a une infection, par exemple, on va l'attaquer avec des antibiotiques. Si on a de l'inflammation, on va la combattre par des anti-inflammatoires. Si on a une douleur, on va donner des antalgiques. Si on a la fièvre, des fébrifuges. Une réaction allergique, des antihistaminiques. Bon, trop de lipides, des hypolipémiants. Des antihypertenseurs, des antidépresseurs, etc. Donc ce concept de guerre à la maladie a évidemment présenté des succès absolument incontestables. Et on est content de les avoir, si vous voulez, ces outils, qu'ils soient médicamenteux ou chirurgicaux, quand on a absolument besoin. Bon, d'abord, évidemment, tout le monde, je pense, est d'accord pour avoir envie qu'on en ait moins besoin. Bon, ça, c'est une première évidence. Mais la deuxième, si vous voulez, c'est que si on regarde l'évolution des chiffres de la santé publique, malgré ces succès au niveau de la technologie, on a, malheureusement, on enregistre, si vous voulez, des chiffres qui sont quasiment catastrophiques au niveau de la santé publique. Car on a une augmentation étonnante des pathologies, avec l'exception des pathologies cardiovasculaires qui ont légèrement fléchi ces derniers temps, mais on a une explosion du surpoids, on l'a vu même chez les jeunes, du syndrome métabolique et du diabète, croissance exponentielle des intolérances alimentaires, qui sont devenues un problème vraiment très important, des allergies, des maladies inflammatoires, un doublement du nombre de cancers chaque 20 ans, et on enregistre chaque année 5 Français de plus sous chimiothérapie. Bon, avec aussi donc le vieillissement de la population, qui en soi est une bonne chose. Bon, on a malheureusement la possibilité de voir apparaître un beaucoup plus grand nombre de pathologies dites dégénératives liées à l'âge, et en particulier, évidemment, celle qui est la plus mise en avant, c'est l'Alzheimer, mais c'est le cas, en fait, de toutes les pathologies dont la fréquence augmente avec l'âge. Par ailleurs, donc on constate, et ça, on bénéficie, disons, d'un progrès considérable au niveau de la conscience des médias et maintenant du public, bien sûr, qui suit, un abus de médicaments inutile et dangereux. Bien sûr, je me réfère au livre dont vous avez tous vu la publication il y a quelques semaines des professeurs Evans et Debré sur cette situation. Mais ce n'est que dans la suite, si vous voulez, d'un grand nombre de scandales. Il y a eu le Mediator, bien sûr, dont tout le monde s'est rendu compte avec émotion, mais il y a des dossiers beaucoup aussi importants au moins qui n'ont pas fait autant de vagues. Par exemple, des antidiabétiques qui sont mortels, ou le Vioxx, ou la psychiatrisation d'un très grand nombre de gens qui ne devraient pas l'être, l'administration d'amphétamines à des enfants hyperactifs, bon, des choses qui sont véritablement hallucinantes, sans compter donc par exemple l'abus d'antibiotiques qui entraîne des bactéries antibiorésistantes, ce qu'on ne peut plus soigner, et ce qui entraîne 25% des décès en salle de réanimation, qui meurent à cause de ces bactéries qui sont devenues résistantes à tout traitement à cause de l'abus d'antibiotiques. Bon, par ailleurs, il y a des procédures médicales non justifiées qui sont répétées X fois. Quand on passe d'un hôpital à l'autre, ils refont les scanners. Bon, un scanner, c'est une irradiation très importante, d'accord, pour laquelle il n'y a aucune protection qui n'est donnée. Bon, vous connaissez la critique qui est faite des mammographies. Il est clair qu'il y a des populations à risque et des populations qui sont, à partir d'un certain âge, on fait la mammographie systématique chaque année, alors qu'il y a des personnes qu'il suffirait de le faire tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans. Ça doit être adapté au type de facteur de risque qui n'est pas fait et ce qui entraîne des conséquences insupportables. D'abord les coûts, plusieurs millions de journées d'hospitalisation dues aux effets secondaires des médicaments et environ 20 000 décès par an. C'est le coût que représentent les accidents médicamenteux en France. Bon, par ailleurs,
quand on est hospitalisé, si vous voulez, il y a 14 millions d'hospitalisations en France chaque année. On est à risque important d'infection nosocomiale. Ça représente 750 000 infections nosocomiales chaque année, associées à 10 000 décès supplémentaires. Donc on peut dire que la médecine tue chaque année 30 000 personnes. On espère qu'elle en sauve plus. Mais ce rapport bénéfice-risque est de moins en moins bon. Il se détériore avec les années, alors que ça représente un coût considérable. Bon, les personnes âgées sont systématiquement mises sous anxiolytiques et hypnotiques pour être mieux gérées, en tout cas dans les maisons de retraite. Je ne sais pas si vous avez vu encore récemment, la semaine dernière, une alerte, un coup de semonce de la Haute Autorité de Santé qui dit qu'il est absolument anormal qu'après 65 ans, un quart des personnes sous son anxiolytique. Et ça comprend les gens qui sont chez eux aussi. C'est totalement anormal. Bon, ça a fait la première page des journaux en Suisse, en Allemagne, que systématiquement, les personnes qui ont l'Alzheimer sont sous psychotropes, parce qu'elles sont mieux gérables dans ces cas-là. Bon. Au total, c'est d'une banalité totale, mais chaque senior à peu près mange 6 médicaments par jour. Ce sont des interactions, on est dans une faculté de pharmacie, qui sont connues pour être ingérables à partir de 3 médicaments. Donc on est tombé progressivement, lentement, mais sûrement, dans une absurdité qui est totalement inacceptable. Globalement, chaque Français, et ça comprend les bébés et les SDF, consomme une boîte de médicaments par semaine, à peu près. Bon, et la France est mal placée. Hein, par exemple, on consomme 8 fois plus d'anxiolytiques que les Allemands, et en moyenne, entre 1,5 et 2 fois plus de médicaments que les autres pays européens. Donc il y a un problème en plus français qui est plus particulier. Bon, tout ça, ça s'explique par le fait, comme l'expliquent très bien Evan et Debré, que l'industrie pharmaceutique, qui considère comme une des industries les moins éthiques de toutes les industries, a manipulé les médecins et les autorités pour faire baisser les normes. Par exemple, le cholestérol. Si vous voyez la progression avec les années de la baisse du cholestérol, ça correspond chaque fois au gain de quelques millions de gens sous statine dans les pays, et ça a été fait sciemment et absolument contrairement aux études. On invente de nouvelles maladies, en particulier psychiatriques. Par exemple, la phobie sociale devrait être traitée, etc. On psychiatrise des pathologies qui n'existaient pas. La plupart des médicaments sont à visée symptomatique et non curative, et cette inefficacité entraîne des dépendances à long terme. Par exemple, quand vous mettez des anxiolytiques à la place du magnésium, le magnésium est nécessaire pour faire l'énergie, pour déspasmer les muscles, le tube digestif, ralentir les rythmes cardiaques. Les anxiolytiques ne font pas ça. D'accord ? Donc, quand vous mettez un médicament à la place, si vous voulez, du traitement physiopathologique, moléculaire, réel du trouble, vous créez une dépendance, d'accord, qui a des effets secondaires et qui ne résout pas le problème. Bon, évidemment, ça peut arranger l'industrie pharmaceutique, puisque la plupart des effets secondaires, d'abord, non seulement donc, entraînent une dépendance à ces médicaments, mais sont l'objet d'une seconde prescription pour corriger les effets secondaires. Bon, et puis, il y a un autre problème qu'on verra de manière plus précise, technique, ça fait partie de notre travail de nutrithérapeute, c'est que la quasi-totalité des médicaments ont des effets antinutritionnels qui ne sont pas pris en compte. Bon, l'exception qui confirme la règle, c'est le potassium avec les corticoïdes, mais quasiment tous les médicaments ont des effets antinutritionnels. Vous connaissez bien sûr, par exemple, l'effet d'inhibition de la synthèse du coenzyme Q10 par les statines. Il y a des millions de gens sous statine qui ne sont pas corrigés. Or, le coenzyme Q10 est un facteur fondamental de la bioénergétique. Quand le coenzyme Q10 baisse, la longévité baisse. Donc là, c'est totalement inacceptable. Si les statines sont indispensables dans peut-être 20%, 15% des cas, dans le reste, elles ne le sont pas, eh bien, dans ces cas où ils sont absolument indispensables, devraient absolument être associés avec la prise de coenzyme Q10 qui corrige cet effet antinutritionnel sans lequel eh bien, on a des atteintes qui peuvent tourner aux troubles neuromusculaires et au raccourcissement de la durée de vie. L'insuffisance cardiaque, etc., etc. On passe des meilleurs. Pour commercialiser de nouveaux médicaments, l'industrie n'a pas publié les études négatives.
à cacher les effets secondaires, voire les dossiers statines, qui étaient repris par le dernier livre, mais que vous avez un livre là-dessus, Mensonges et propagande sur le cholestérol, avec plusieurs volumes de l'orjurine. L'histoire du Vioxx, de l'Avandia, l'antidiabétique à qui on attribue 83 000 infarctus aux États-Unis, qui a été retiré totalement discrètement du marché français. Il n'y a pas eu de vague. Mais cela a certainement fait énormément de morts, peut-être plus que le Mediator. Mais bon, là, pour des raisons qu'on ignore, si vous voulez, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de plainte. Bon. Donc le rapport bénéfice-risque de la médecine s'est globalement détérioré. Donc je vous réfère à ce livre que je trouve très informé. On peut discuter après techniquement sur certains points, bien sûr, mais globalement, malheureusement, même la réaction m'a étonné des médecins généralistes ont été favorables à ce livre, alors que, évidemment, il est attaqué par énormément de gens qui sont proches de l'industrie pharmaceutique, ou d'ailleurs attaqué de manière totalement non éthique, en faisant passer les auteurs pour de vieux ringards. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Tous les moyens sont bons pour essayer de dévaloriser la démarche de gens qui sont, en fait, qui essayent d'assainir la situation qui est devenue intolérable. Pour résumer, si vous voulez, un axe fondamental du livre, 50% des médicaments sont inutiles, 20% sont mal tolérés, 5% sont potentiellement très dangereux. Et si vous prenez tous ces médicaments, eh bien, vous et moi, contribuables, les payons parce qu'ils sont à 75% remboursés par la Sécu. Bon, ce qui est... Alors, la Haute Autorité de Santé a réagi en 2011 suite au scandale du Mediator et a demandé de sortir du tout médicament. Elle recommande de commencer par la nutrition, l'activité physique et les thérapies psychologiques. Bon. Mais en pratique, les médecins ne sont formés ni à la maîtrise ni à la prescription de ces outils. Ça nécessiterait une réforme en profondeur de l'enseignement, mais aussi de la consultation. Or, rien n'a été fait sur ce plan. La formation des médecins en nutrition, c'est calories surpoids, sel hypertension, gibier acide urique, calcium, vitamine D, os, iode, thyroïde, fer, B9, B12, anémie. Vous avez le diplôme. Bon. Non, mais c'est hallucinant. En biochimie, on apprend en sciences fondamentales des choses beaucoup plus intéressantes, mais qui sont pissées, je dirais, après l'examen et qui ne sont plus remises au programme pratique. Donc, le magnésium, ils en ont entendu parler la première année, mais il n'existe plus dans le programme, il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de diagnostic. On sait diagnostiquer le fer, la B9 et la B12 à cause des hématologues, mais le médecin ne sait pas diagnostiquer le déficit en zinc, en B6, en magnésium, en vitamine E, en oméga 3, en antioxydants, j'en passe des meilleurs, donc il ne peut pas les corriger. Ça n'existe pas. Voilà. Donc par ailleurs, la consultation de prévention n'est toujours pas remboursée, ça ne peut pas marcher. Si vous voulez, au tarif où sont les médecins, vous avez vu la campagne, les médecins ne sont pas des pigeons, bon, on peut en discuter, mais j'ai vu qu'en quelques jours, ça mobilise 20 000 médecins. Il y a un truc. Bon, on ne peut pas, au tarif fractionné du plombier, si vous voulez, faire une médecine correcte. Ce n'est pas possible. Bon, il faut savoir aussi ce qu'on veut. Donc, si le médecin doit torcher en 10 minutes une consultation, il ne peut pas faire le bilan alimentaire, regarder l'environnement, la pollution de son patient, écouter ses plaintes psychologiques. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, pour le moment, on est devant une déclaration d'intention politique. Tous les politiques sont d'accord, mais les moyens n'ont pas été mis en place. Donc, merci d'être là, parce que pour le moment, c'est une motivation personnelle qui fait avancer les choses. Bon, bravo de l'avoir, mais il va falloir maintenant, c'est pour ça que je veux passer à autre chose, si vous voulez, c'est ensuite, j'espère avec votre aide, il faut changer le système. On ne peut plus rester marginal comme ça, c'est bien, on est de plus en plus nombreux. À Namur, la semaine prochaine, on est déjà 110, pour un tout petit pays, ça progresse, c'est clair. Mais là, il va falloir qu'on change le système, c'est-à-dire que la nutrithérapie devienne incontournable.